Bonsoir à tous, merci et bienvenue à ce cycle de conférences organisé par la revue Billboard que nous avons choisi d'intituler Quand l'animal surgit. En effet, avec des artistes, des philosophes, des éthologues et des gestionnaires de l'environnement, ce cycle de 5 conférences s'intéressera à ces moments où les animaux sauvages surgissent et qu'ils déstabilisent nos représentations symboliques et les positions que nous occupons dans la nature. En effet, si l'on aime de plus en plus l'idée de l'animal sauvage, de son existence dans des lieux préservés et de sa protection, il nous est néanmoins très difficile de négocier avec lui les modalités d'une cohabitation, qu'il s'agisse du loup, de l'ours ou du lapin, auquel sera consacré le prochain numéro de la revue Billboard. Dans les œuvres de l'artiste Walton Ford, les animaux surgissent partout, dans des postures inattendues. Ils détournent les représentations classiques de l'animal pour faire émerger un nouveau point de vue qui tente de s'approcher de celui de l'animal. Il nous présentera ce qu'il met au mur de son atelier lorsqu'il peint ses œuvres. Et avec le philosophe Patrick Degeorges, ils discuteront de cet accès que ces œuvres peuvent nous permettre au point de vue animal. Je vais laisser la parole à Claude Dantenez, directeur du musée, qui a invité Walton Ford à exposer chez nous. Bonsoir. Vous savez que la vocation du musée de la chasse et de la nature est d'explorer la relation de l'homme à son environnement, et en particulier de l'homme à l'animal, et il le fait à travers le point de vue de l'art et des artistes. Il ne vous a pas échappé sans doute que la figure animale est extrêmement présente dans l'art contemporain, et je pense que cette abondance est révélatrice d'un questionnement sur, bien sûr, qu'est-ce que l'animal, mais probablement aussi qui sommes-nous et que signifie notre relation à la nature. Donc les propositions artistiques sont extrêmement diverses, et comme responsable du musée et responsable aussi de la programmation artistique, nous avons en quelque sorte l'embarras du choix. Donc je m'efforce de diversifier à la fois les modes d'expression et les points de vue. Quand Jérôme Neutre, qui est donc commissaire de l'exposition avec moi, m'a proposé d'exposer Walton Ford, j'ai fait un accueil tout à fait enthousiaste, parce que effectivement, il me semble que son travail illustre quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce que nous avons pu présenter. En effet, au-delà de la séduction évidente de ces grandes et belles images, Walton Ford a une approche qui est vraiment originale. Il fait en quelque sorte une synthèse entre l'art de la bande dessinée et la grande tradition des artistes qui ont illustré les ouvrages de zoologie notamment. Walton Ford est quelqu'un qui est né dans les années 60 à New York, dans un contexte urbain. Et ce qu'il a découvert de la nature et l'animal sauvage, c'est à travers ses lectures, notamment ses lectures de bande dessinée, et à travers la visite de l'extraordinaire Muséum d'histoire naturelle de New York avec ses dioramas. Et donc il va s'efforcer de faire une synthèse originale qui est assez révélatrice de la façon dont nous percevons l'animal et la nature en général. Et de ce point de vue-là, je voudrais commenter une des œuvres emblématiques qui est présentée dans la galerie d'exposition temporaire. Il s'agit en fait de la disparition du rhinocéros de Lisbonne. Vous savez sans doute que ce rhinocéros était un animal qui avait disparu du continent européen depuis des millénaires, jusqu'à ce qu'au début du XVIe siècle, le roi du Portugal se fasse livrer un rhinocéros qui avait été capturé en Inde. Donc, le rhinocéros arrive à Lisbonne, est présenté à la ménagerie, parmi les autres animaux exotiques. Et là, il faut imaginer la sidération des Portugais face à cet animal qui est une sorte d'animal invu, si on peut employer ce néologisme, qui est à la fois un animal vivant proche de nous, mais complètement différent de tout ce qu'on a pu voir.
Et cette sidération s'exprime notamment par l'intérêt d'un artiste dont on a perdu le nom, mais qui va faire un croquis d'animal. Le roi du Portugal décide de faire un présent du fleuron de sa ménagerie au pape, qui lui-même a une ménagerie à Rome, dans laquelle il organise des combats d'animaux exotiques. Et le rhinocéros va partir. Alors, il a laissé un souvenir assez important à Lisbonne. Si vous êtes allé, vous avez pu voir qu'il y a de nombreuses représentations de cet animal devenu mythique dans la ville, notamment dans le fort qui est installé à l'entrée du port. Le rhinocéros part en bateau, va être débarqué brièvement au château d'If, puisque François Ier, de retour des guerres d'Italie, va souhaiter rencontrer cet animal dont il a entendu parler. Donc, il y a une rencontre dont la chronique garde la trace entre cette espèce d'animal qui est armé comme un chevalier et le roi chevalier. Et puis le rhinocéros repart en direction d'Ostie. Et malheureusement, peu de temps avant d'arriver à Ostie, le bateau fait naufrage. Et c'est précisément ce moment que Walton Ford décide de représenter. Donc, à un moment où en fait cet animal dont on n'avait pas d'image, cet animal qui n'était pas vu, qui était fascinant, va à nouveau être englouti, tomber en fait dans une sorte d'oubli. Alors oubli, pas vraiment, et c'est là en fait que je voudrais insister, puisque je vous ai parlé du petit croquis qui avait été fait par un artiste portugais. Ce croquis va être envoyé à Dürer, qui va en fait, devoir l'interpréter et créer la gravure qui est devenue en fait une des grandes icônes de l'art animalier. Et Dürer, c'est une présentation un petit peu longue, mais elle va vous expliquer en fait l'art de Walton Ford. Dürer fait une synthèse entre cette représentation qui n'est pas la sienne, avec la médiation d'un autre artiste qui doit donc interpréter, et ce qu'il sait de l'animal, puisque en fait Dürer a en sa possession les mémoires de Marco Polo. Or, Marco Polo a fait une description du rhinocéros, qui est une description assez imprécise, avec les moyens littéraires de l'époque. Et Marco Polo précise que l'animal a 2 cornes. Et donc, Dürer va faire une interprétation en imaginant que la 2e corde est située au niveau du garrot. Et cette gravure, qui est donc promise à un grand succès d'édition, va être en quelque sorte l'image officielle de l'animal jusqu'au XVIIIe siècle, où un nouveau rhinocéros va arriver et sera présenté à Venise. Donc voilà, Walton Ford représente le moment où l'animal réel va disparaître englouti dans les flots, et en fait en nous laissant cette icône qui est donc précisément en fait une synthèse entre ce que l'on a perçu à travers nos sens et ce que l'on sait à travers notre culture. Et en fait, je pense qu'on peut voir cette image Walton Ford comme en fait une espèce d'expression du fait que nous sommes en permanence, puisque nous sommes des êtres culturels, en permanence en train de faire une synthèse entre ce que nous savons, notre culture et ce que nous percevons. Et notre relation à la nature en général et à l'animal en particulier est profondément marquée justement par cette démarche. Voilà, donc, je laisse maintenant la place à Walton Ford et Patrick Degeorges. Thank you, Claude, and thank you everyone at the museum for having me. This museum is the very best venue I've ever had for my work, and it's a great honor to be here. I'm sorry I have no French, so hopefully you'll get enough information if you don't speak English from the other speakers. I'll do my best to speak slowly and clear. Let's see, so where are we in the slides? Because I wanted to start with a different image. Perfect. This is a painting I did called Bird Lime. Bird lime is a type of glue that was used in the 19th century to capture birds, to trap them for the feather trade or for food. And so this image I actually was reading in a book about trapping, about the capturing of birds, small birds, by using an owl as a sort of bait. You put the owl in the tree, and the smaller birds, come to attack the owl and get stuck in the branches because you've applied glue to the branches.
So this was advice to farmers and trappers of the time in a book called Camp Life and the Tricks of Trapping, which I have in my studio, that's just from 1880s. So this is they've sort of wired the owl into the tree. When I read this description, I thought, well, what would that look like? It's such a bizarre image. I'm using an owl to capture smaller birds. The bird that I used, the smaller bird, is the Carolina parakeet, which was a parrot which was native to the United States and is now extinct. So I wanted to show a few of my sources. This is a painting from Audubon, and Audubon's great contribution to American natural history art, at least, was to make the animals more lively than they had been presented in the past. So he wanted to put them in natural positions of flight and behavior. And so this is the bird. He shot birds or captured them with bird lime or whatever, and then posed them, and then as if they were alive, and then painted them. And what I've done is painted them as they were dying in lively positions that Audubon would have been familiar with. So this is like before and after. And so here's another Audubon, and this is another extinct bird. This is a bird called the passenger pigeon. It was the most numerous bird on the planet Earth. The flocks were many billions and billions of birds. They would blacken the sky, and when they landed in forests, they would break branches underneath. Their weight was so tremendous. And Audubon was one of the great writers to describe these flights and the enormous numbers of these birds. But when he went to paint the bird, he just painted this sort of little love scene, a little Romeo and Juliet kind of thing, very cute. But my idea was to take that a bit further. And so I wanted to show the masses of birds, the weight of them on the branch breaking off in this sort of surreal way. But also I wanted to, rather than have a sort of adorable, loving scene like Audubon painted, I decided to make a painting that is sort of blame the victim, you might call it. So that I have the passenger pigeon raping its young, or taking the eggs and breaking them as they're being laid, or like gluttony over here, like rather than just cute feeding, they're sort of overeating, just too many, you know. So it's it's 7 deadly sins, and it's the ship of fools, and it's blame the victim. It's like, you know what, they're extinct now, but they fucking had it coming. So like that was my idea with this. And of course I didn't look at Audubon as a source, because when Audubon painted this scene, this is how he painted it. So I needed to look to a different source for mine. So I was looking at Bruegel, because that idea of this kind of crazy multiplicity that is overwhelming is very interesting to me. I have two kind of modes of painting, one where there's one big central figure like that rhinoceros that you just saw, and then this other version of where the bigness is implied by a multiplicity, many millions of animals. So being a sort of contemporary painter that paints this is not so common anymore, and it's nuts that I do it. It's crazy. I shouldn't do it anymore. Here's another. I'm very interested in extinct animals, and I'm interested in telling their story in a way that is complex rather than just this sort of dodo, story where you can just feel sorry for the thing. So this is an animal called a thylacine. It's also known as a Tasmanian wolf or a Tasmanian tiger. It lived in Tasmania, and it was considered by the early settlers to be extremely vicious based on absolutely no evidence. It was an animal that ate kangaroos, but it wasn't known to attack sheep or people or anything, but it was a predator, so it needed to be eliminated immediately. So they started to kill it, and 50 years after the settlers arrived, they were all gone.
So I wanted to tell that story as well, but I wanted to tell it from the sort of fever dream of one of the settlers. This is as if you have a settler who has malaria, and he's having a bad dream about the thylacines taking over the island. They've not only killed all the animals on the island, they've almost killed all the sheep, but they have a few lambs left, and now they're going to start killing each other, and they're sinking beneath the sea. And it's just an apocalyptic nightmare from the settler's point of view. More propaganda to say, like, these things should be eliminated. So again, I needed to go, all you have left of the thylacine now is some photographs and some old footage. So I needed to find a place where I could think about doomed at sea kind of hopeless situation. And I didn't have to go any further than your fair city to find the best inspiration for this imaginable. So the Raft of the Medusa was where I started off. And of course, I came up with this instead. But so mine is taking the stylistic approach of a natural history painting, which is watercolor on paper, evenly illuminated so that you can see the animal as a specimen, but then adding this romantic and tragic narrative and dreamlike narrative over it. So taking Jericho, only steal from the best. But here we have a sort of popular print of the kind of you would find in natural history books, you know, in the 15th, 16th, 17th century, right straight on. You know, this is an old tradition. And the monkey in particular was interesting to me in these because the monkeys are always meant to make you laugh. They're never meant to be monkeys in their own right, as they might feel or think, or how they feel about being chained up in a garden, a formal French garden, an African animal. So but I'm very interested in the way they're placed in these artificial environments and the emotional state that might go along with that. So this is a painting I made about the first female gorilla to make it to the United States. And she was a small baby gorilla because you need to kill the adults, capture the babies, and ship them places. That's the only way to capture a gorilla. You can't capture a grown-up gorilla. So they would have killed the parents. She would have been shipped to Europe. She was put on the Graf Zeppelin as a publicity stunt in a first-class cabin and shipped to America on this airship. And she was called Susie, the Graf Zeppelin gorilla, and she grew to be 50 years old in a zoo in America. But I wanted to get right into her head and try to make a proper portrait of her that wasn't about, say, the clownish aspects of an ape, you know? And so I also wrote an accompanying text where I'm trying to channel her point of view. And it says things like, when you go to the museum exhibit, you can read it right on there, but it says, I no longer feel like biting. You know, I feel as if I'm on a high branch in the wind. I'm in some sort of hard shelter. These people feed me sweet food and watch me eat it. You know, just this kind of thing. It's her observations as a survivor. And so here's the other kinds of things that inspired me were comic books when I was young, and horror films, and the kind of popular culture that American teenager, a young boy, would have grown up in the 60s and 70s like myself. This is what I wanted to do. I didn't necessarily want to become a fine artist. I thought I was going to be this kind of an artist, making things like this. And so when I did the Musée de la Chasse show, I wanted to use some of this imagery in this show because it's a subject matter that lends itself to this. And this is my one of my paintings that's in the exhibit here. That is focuses on the beast of Gévaudan, imaginary beast that was in the 18th century, created by the peasantry and the aristocrats and the press. It was wolf attacks. There were wolf attacks in this area, but they made it into this imaginary beast.
And everyone, the aristocrats, the press, and the peasantry had their reasons for doing this. And this story brings out all of the conflicts between these different groups. And so I wanted to explore that in these paintings. And this is this final painting in the show. It's quite large. And it's the sort of death of truth. It's the sort of triumph of our violent imaginations and our terrors rather than what was really happening. So the peasant and the aristocrat who have helped create this beast in their heads are asleep after having sex. And the wolf is dying. The wolf is the actual beast that was killing these young shepherd girls. And the only one that's going to be left standing is the imaginary creature, our deepest fears of nature and of what's inside of our hearts. So that brings us back to the beginning. That's that. So thank you very much. It was a pleasure. Je suis honoré d'être ici et de prendre la parole après Walton Ford. J'ai rencontré en fait ces œuvres au musée de la chasse, que j'ai donc été découvert en fin d'année dernière, et j'étais très impressionné par son travail. Donc ce que je vous proposais de faire assez brièvement aujourd'hui, et pour laisser la place aux échanges et aux questions, surtout avec Walton Ford, c'était un petit peu de vous donner les impressions, enfin la façon dont son travail a stimulé ma réflexion, ma pensée. Donc moi je suis philosophe au Muséum d'histoire naturelle. Je travaille sur des questions en lien avec l'animal et je travaille au ministère de l'écologie sur des questions notamment en lien avec la gestion de la faune sauvage. Donc déjà commencer par quelques mots sur au fond la question du point de vue animal, parce que c'est comme ça que nous avons sous-titré cette conférence. Qu'est-ce que ça veut dire que de reconnaître à l'animal un point de vue, dire que l'animal pourrait avoir un point de vue? Alors ça veut dire qu'au fond, on doit commencer à pouvoir considérer que l'animal serait donc capable de ressentir, d'avoir des émotions, d'être capable d'action, d'être capable d'initiative. Alors cela peut sembler évident, mais d'un autre côté, pour pouvoir reconnaître ce point de vue à l'animal, il faut surmonter un cadre culturel qu'a évoqué M. Dantenez en ouverture de cette conférence. Un cadre culturel qui repose sur le rejet de l'animal dans une nature extérieure, dépourvue d'intériorité, au nom de la connaissance objective qu'on pourrait en avoir ou de la domination qu'on pourrait exercer sur elle. Et donc, du coup, ce cadre, qui est le cadre de notre modernité, qui est le cadre à partir duquel nous avons organisé ou structuré nos relations avec l'animal, est justement ce cadre que la possibilité de se placer du point de vue de l'animal, ce que je vais essayer de montrer que Walton Ford fait dans ses œuvres, rend possible. Comme vous l'avez vu dans la façon dont il a présenté différents aspects de ses travaux, Walton Ford nous présente à chaque fois une possibilité de sortir justement de ce cadre de la représentation en faisant surgir, comme le mot a déjà été employé à plusieurs fois, le point de vue d'un animal singulier et pas simplement d'un représentant d'une espèce. Ce qu'on voit très bien ici dans l'histoire du rhinocéros qui vous a été racontée en introduction. Et donc du coup c'est pour ça qu'on revient sur cette toile ici pour essayer d'explorer cette dimension du point de vue animal. Et donc ça veut dire que si l'animal a un point de vue, ça veut dire que finalement, l'empathie avec l'animal est un mode de connaissance légitime et de relation légitime avec l'animal. Et cette empathie, elle repose sur la possibilité de surmonter un rejet qu'on a eu toujours dans la connaissance, dans nos rapports avec l'animal, que ce soit dans la gestion de la faune sauvage, dans la connaissance éthologique qu'on a développée sur les animaux, en tout cas jusqu'à la moitié du XXe siècle, qui est le rejet de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, ça consiste finalement à considérer qu'on projetterait sur l'animal, lorsqu'on rentrerait en empathie avec lui, des émotions humaines. Et donc que ces émotions feraient écran à la possibilité d'une connaissance de l'animal. Et que donc par conséquent, pour pouvoir manipuler l'animal, pour pouvoir faire faire à l'animal ce que l'on désire, pour pouvoir, en fonction des projets qu'on a pour lui, que ce soit un animal pour le travail, ou que ce soit des animaux, des animaux sauvages avec lesquels on va essayer de déterminer des modalités de cohabitation, plus ou moins, j'ai évoqué le loup et l'ours au début de cette conférence, plus ou moins réussi, eh bien, on va donc finalement considérer que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir rentrer dans ce rapport technique à l'animal, il faut justement éviter ces projections, cet anthropomorphisme. Or, tous les progrès qui ont été réalisés depuis les années 50, et en particulier dans les années 70, autour des travaux de Diane Fossey avec les chimpanzés, par exemple, autour des travaux ensuite des années 80 de Franz de Waal,
autour des bonobos, que vous connaissez sans doute, repose justement sur la capacité de reconnaître la valeur heuristique et la valeur cognitive justement d'un certain anthropomorphisme pour poser de nouvelles questions à l'animal et explorer justement son point de vue. Et donc, du coup, le travail de Walton Ford entre clairement en résonance avec ces évolutions et ces transformations qu'on a depuis une trentaine d'années maintenant dans le domaine de la connaissance de l'animal, de nos rapports avec l'animal. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc c'est déjà ce point-là. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que le rejet de l'anthropomorphisme est lié à un anthropocentrisme. Et justement, l'anthropocentrisme consiste à penser que l'homme est le seul être qui ait de la valeur, le seul être qui vaille, et par rapport auquel l'animal est défini de façon simplement privative ou négative. Il ne possède pas le langage comme l'homme, il ne possède pas la rationalité, il n'est pas capable de technique comme l'homme l'est, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Donc du coup, cette définition négative de l'animal repose sur une vision anthropocentrée. Donc le travail qui consiste à faire surgir le point de vue de l'animal produit un décentrement par rapport à ce cadre culturel. Et donc le travail de Walton Ford, c'est sous cet angle-là qu'il m'a intéressé, c'est la façon dont justement il déstabilisait ou subvertissait le cadre culturel dans lequel nous nous plaçons traditionnellement dans notre modernité, dans notre rapport à l'animal. Il s'agit au fond, l'anthropocentrisme est une forme d'ethnocentrisme, si vous voulez. Il s'agit au fond d'essayer de décentrer notre rapport, de même que Lévi-Strauss, avec la pensée sauvage, a décentré notre rapport au peuple considéré comme indigène, pour nous faire reconnaître qu'il y a une rationalité aussi dans la pensée sauvage, qu'il y a une forme d'organisation, une forme de rapport au monde. Les travaux de Descola ont également, continuent les travaux de Lévi-Strauss sur ce sujet-là, et éclairent très clairement montrent très clairement que la façon dont nous avons de nous rapporter à l'animal dans le cadre qui est le nôtre, qui consiste à lui dénier toute intériorité ou lui dénier son point de vue, est un point de vue culturellement relatif, est un point de vue relativement contingent. Donc du coup, il est possible de sortir, et les sciences aujourd'hui, les sciences humaines, aussi bien que les sciences de la nature, l'éthologie, nous y invitent de sortir de ce contexte qui est culturel et qui nous empêche d'accéder justement à ce point de vue de l'animal. Donc c'est tout sous cet angle-là qu'on a essayé de présenter ce travail. C'est pour ça qu'il y a ce sous-titre. Donc c'était quelques mots d'introduction, sans doute beaucoup trop long. Mais ce qu'on voit ici, parce que je ne sais pas si je dois être plus ou moins disert sur le sujet, peut-être que tout ça vous semble évident, mais en tout cas, ce que vous voyez ici, c'est qu'on voit bien que dans cette image du rhinocéros, le titre s'appelle la perte, la disparition, the loss of a rhino. Et on voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'une perte, mais au contraire d'une délivrance. Ce qui est délivré, ce qui est d'un certain point de vue la perte du rhinocéros, et qui va conduire à travers la mort et la disparition de ce rhinocéros à sa transfiguration mythique, d'un autre côté, se donne à voir clairement comme, du point de vue animal, comme la délivrance d'une autre possibilité. C'est ici, la représentation ici nous montre comment l'animal peut sortir justement de ce cadre culturel qui l'enferme dans une dimension mythique. Et donc, c'est pour ça qu'on revenait sur celui-là. J'avance un petit peu plus. La façon dont je voudrais illustrer en fait ce travail-là, ce serait à travers la comparaison justement de deux œuvres, l'œuvre de Walton Ford qui s'appelle Delirium et l'œuvre de Dubonne qui représente le Golden Eagle, l'aigle, et qui la figure impériale de l'aigle. Alors du coup, je vais faire une petite analyse rapide pour essayer de vous montrer comment la façon qu'a eu Walton Ford de raconter une autre histoire en se plaçant du point de vue animal permet de subvertir, de renverser le point de vue qui est celui d'Audubon et qui est le point de vue du grand récit de la conquête de l'Ouest, au fond. Donc vous voyez bien que ces aigles sont tournés dans des directions différentes. L'aigle d'Audubon, c'est celui-ci. Enfin, je pense que vous avez immédiatement deviné lequel est lequel. Donc du coup, l'aigle d'Audubon, que vous voyez donc ici, sur votre droite, est tourné vers l'ouest. Il est tourné du côté de la conquête. Cet aigle, cette représentation de Dubon a souvent été comparée à un tableau de David, Napoléon traversant les Alpes. Et on voit bien ici, enfin, à part le lien avec la dimension impériale de l'aigle, que représente l'aigle, on voit bien ici qu'on a aussi, à travers l'aigle qui est représenté en prédateur, puisque dans ses serres il tient un lapin et un blanc,
eh bien, et on voit bien ici qu'on a une représentation chez Audubon, une naturalisation du droit de conquête, une naturalisation du droit du plus fort. Donc cette représentation de l'aigle comme prédateur s'inscrit bien dans ce discours de la conquête, dans ce discours de l'impérialisme, dans ce discours jacksonien de la frontière qui fut celui de l'Amérique du 19e siècle et de la colonisation sur lequel elle reposait. Donc du coup, on a bien cette dimension-là. De l'autre côté, ce grand récit est redoublé je dirais, d'un autre récit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous voyez, sur cette représentation-là, vous avez... Il faut que je me déplace, si vous permettez. Vous avez ici, en fait, un tronc d'arbre qui sépare, qui est sur un abîme. Et en fait, dans cette représentation-là, c'est assez intéressant, on a enlevé quelque chose. Et ce qu'il y a dans l'original d'Audubon, c'est qu'il y a ici Audubon qui est représenté dans l'original comme un chasseur, enfin posé là, et sur son épaule est posé un aigle empaillé. Donc il est représenté ici. Mais dans la première version qui a été, disons, publiée, édité, c'était Birds of America, dans la première version, le sujet est effacé. Donc il faudrait que vous imaginiez une autre toile, celle qui fut la première d'Audubon, sur laquelle on a ici un chasseur, enfin Audubon en position de croquer l'animal. Et donc du coup, ce qu'on voit, si on imagine le chasseur, c'est que Audubon a représenté pas simplement l'aigle en prédateur, mais aussi l'homme avec l'aigle empaillé sur le dos, en train de le croquer, de l'exécuter. Mais ça, je reviendrai sur ce point dans un instant. Eh bien, là, on voit bien qu'on a une représentation de l'homme comme étant un super prédateur. C'est-à-dire, il est celui qui se met sur le point de vue de la représentation, celui qui peut prendre sur l'animal un point de vue qui le capture dans une représentation, qui le soumet complètement à l'image, au mythe, qu'il considère que dont l'animal peut être porteur. Donc du coup, le fait qu'on ait effacé, c'est assez intéressant, le fait qu'on ait effacé le chasseur, enfin le Audubon croquant l'aigle dans cette image-là, dans la première image, est d'autant plus intéressant que, au fond, ce qu'on a effacé là, c'est dans une logique d'objectivité pour ne représenter que l'aigle. C'est toute la dimension subjective du travail du peintre, d'une histoire justement qu'il convient de raconter, que raconte la toile de Walton Ford. Et vous voyez bien que dans la toile de Walton Ford, ici, nous avons la représentation d'Audubon dans la même position, mais pas dans la position de celui qui croque, mais dans la position allongée, et sans doute dans un état de délire ou dans un état de maladie. Peut-être certains pensaient mort. Pour Walton Ford, c'est d'où le titre de la toile Delirium, il est dans un délire. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu plus ce point-là, mais revenir sur cette élision justement de Walton Ford, cette élision d'Audubon dans cette représentation de Birds of America. On peut l'interpréter assez clairement sur le fait qu'au fond, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'objectivité de la représentation. Et cette objectivité de la représentation se fait par l'exclusion justement de l'histoire du sujet et de l'histoire de la relation qu'a Audubon avec l'aigle qu'il est justement en train de représenter. Et c'est sur la base de cette histoire, sur la base de l'anecdote qui, dans l'autobiographie que rapporte Audubon dans son autobiographie, que la toile de Walton Ford, disons, se développe. C'est sur cette anecdote. Alors, quelle est l'anecdote sur laquelle repose la toile de Walton Ford? Eh bien, dans son autobiographie, et Walton Ford m'a rapporté cette histoire lorsque nous avons eu nos premiers échanges l'année dernière, eh bien, Audubon raconte qu'au fond, je crois que c'était le Muséum de Boston, était venu vers lui, Columbia Museum in Boston, je crois que c'est ça, était venu vers lui avec justement un aigle qui avait été capturé, sans doute par erreur, dans un piège à mâchoire, par un chasseur, un piégeur de renards. Et
Audubon a décidé d'acquérir cet aigle pour en faire justement le croquis, le portrait, pour l'intégrer dans les séries qu'il fait sur la faune sauvage et qui ont été une façon de raconter justement, de monumentaliser, si on veut, de transformer en patrimoine la nature américaine, ce qui est un élément de la construction de l'identité américaine qu'on voit bien dans ce discours impérial et ce discours mythique que j'ai essayé, ce grand récit que j'ai évoqué lors de la lecture de la toile d'Audubon. Alors donc du coup, il le prend, il prend cet aigle, il le ramène chez lui et il dit bon ben là j'ai le texte mais je ne vais pas vous le lire, il faudrait que je le traduise, enfin ce serait un peu long, mais je peux vous le résumer brièvement. Mais en gros il dit ben là je suis avec cet aigle et je le regardais, il était beau, il était majestueux, il était troublé par son regard perçant qui ne cessait de lui renvoyer finalement l'image d'une altérité, d'une présence avec une intériorité, justement. Et il le note, il dit « j'étais tenté de le libérer, tenté de le relâcher ». Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire ce qu'on veut, car au nom de la science, au nom du savoir, au nom de l'art, il fallait absolument que je le peigne, que je le croque. Donc du coup, ce que j'ai fait, ce que disait Audubon, c'est que finalement je me suis dit que ce serait quand même plus facile de le faire, et ce que faisait souvent Audubon, c'est de le faire s'il était empaillé, s'il était mort, s'il ne bougeait pas. Donc on voit bien que Walton Ford a rappelé qu'Audubon a mis de la vie dans les représentations naturelles, mais souvent son travail de représentation justement de la vie, de cette restitution de l'animal représenté comme spécimen d'une espèce dans son milieu, ce qu'on a vu au départ avec les perroquets par exemple, eh bien cette restitution repose souvent chez Audubon, quasiment à chaque fois, sur le fait qu'il travaille sur des animaux empaillés. Donc il croque l'animal empaillé et à partir de là, il le restitue dans son habitat. Donc du coup, il décide de tuer cet aigle. Mais pour le tuer sans l'endommager, il se dit que ce qui serait intéressant, enfin peut-être le meilleur moyen serait de l'enfumer. Et donc du coup, il décide de l'enfermer dans une pièce, dans une petite maison, une baraque qu'il a au fond de son jardin, et de l'enfermer et de clore toutes les entrées d'air, etc. Il explique ça longuement, et donc de le mettre là, et de faire de la fumée avec du charbon, et il essaie de l'enfumer et de le tuer comme ça. Et donc il les laisse plusieurs heures comme ça dans la fumée, ensuite il ouvre la porte, et l'aigle est toujours présent, toujours vivant, et le regarde comme ça à travers un nuage de fumée. Et donc du coup il recommence, et à la fin il dit on n'en pouvait plus, il y avait de la fumée partout, c'était insupportable. Donc du coup il dit bon ben alors j'ai décidé d'aller au plus simple. Il prend une petite lancette de métal et lui enfonce dans le cœur. Il dit l'aigle s'effondre à ce moment-là, et voilà. Donc et après Audubon est tombé un peu malade, et ça on peut toujours se poser la question, mais Audubon est tombé un petit peu malade, et il est mort pas longtemps après. Et donc du coup ce que vous voyez dans la toile de Walton Ford ici, c'est que l'aigle, cette fois-ci, est représenté. Là, on a le point de vue animal. On a le point de vue de l'aigle qui est restitué à partir, justement, de l'anecdote racontée dans l'autobiographie d'Audubon. L'aigle est représenté ici tourné vers l'est, donc dans l'autre sens. Ici, on a bien une inversion des points de vue. La signification est assez claire. On a de la fumée qui sort de son bec. Ces cerfs ne sont pas les cerfs d'un prédateur, mais ce sont les cerfs d'un animal qui a échappé aux griffes d'un piège. Donc ce piège à travers lequel a été rendu possible ce qui allait devenir sa représentation. Et vous avez ici, vous voyez bien que l'aigle, ce que Walton Ford fait remonter ici de façon assez intéressante, c'est justement ce cadre, ce contexte culturel qui est celui de la chasse, et de la violence de la chasse, et de la violence de la mise à mort, qui est celui-là même de la pratique artistique et scientifique qui préside au travail d'Audubon, et qui préside également au grand récit de conquête, et à la légitimation de ce récit de conquête de l'Ouest, qui fut celui du XIXe siècle. Et donc on voit bien cette inversion-là et cette subversion-là dans ce tableau. Ce qu'on voit également aussi, c'est que on n'est pas dans la représentation ici, comme l'histoire s'appelle Délirium, donc c'est bien une autre histoire, une autre fable qui est racontée du point de vue de l'animal, qui est donnée comme un délire d'Audubon enfiévré allongé là, et non plus comme la représentation, comme l'aigle, disons comme la représentation, pardon, le corrélat du regard objectif et artistique d'Audubon, le peignant, lorsqu'il est posé sur ce tronc d'arbre et dont il a été effacé dans la première édition. Donc du coup, on a bien ici une inversion
Et vous avez la même inversion dans le même travail, je dirais, de subversion dans les œuvres que Walton Ford vous a présentées juste à l'instant. Dans le travail qu'il a par exemple présenté sur les perroquets, on a la même chose. Dans le travail, puisqu'on a d'un côté, on n'a pas la représentation idyllique du perroquet qu'on retrouve dans la toile de Dubon, on a la représentation du dispositif de capture qui a conduit à l'extinction du perroquet, de ces perroquets-là. Il dénonce le même discours du blame the victim dans l'extermination des passenger pigeons. Et donc du coup, on a bien ici, à chaque fois dans le travail de Walton Ford, un travail qui essaie de faire justement émerger le non-dit de notre représentation de l'animal, le non-dit de cette représentation scientifique qui est essentiellement prédatrice, qui est une relation liée à la chasse et à la relation de la violence de la chasse, en ce sens-là. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout une condamnation de la chasse en tant que telle. C'est une réflexion sur la façon dont on considère que le seul rapport légitime que nous pouvons avoir à l'animal est un rapport qui repose sur le rapport de force et qui n'est pas un rapport, pour citer un collègue philosophe justement qui est présent dans la salle, dont j'ai relu le travail ce matin, qui n'est pas un rapport de droit, justement. Et cette exclusion anthropocentrée de l'animal, de toute possibilité d'autres types de relations que de la relation guerrière, que la relation de la chasse, est ici clairement explicitée. Et c'est cette violence que fait remonter, qui est invisible dans le travail qui est invisible dans le travail qui est effacé dans le travail de Dubon, qui est mis au premier plan ici, et je trouve ça vraiment très intéressant. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, j'avance un petit peu. Et je vais parce qu'il faut passer à autre chose, je vais terminer sur cette toile-là. Alors moi, j'aime bien cette toile, c'est juste une impression, pour faire un peu plus vite. J'aime bien cette toile parce que... peut-être avec ça, c'est mieux. J'aime bien cette toile parce que je vais d'abord demander à Walton Ford de nous raconter l'histoire qu'il y a derrière, et ensuite, je vais vous faire quelques remarques sur le sujet. So this is a image that was based on a medieval bestiary I was reading. In this bestiary was from the 13th century, and they described how to capture a tiger. And what they recommended is that you go into the den of the tigress, which right away is a little difficult, I think. But you take the cub, and you get on horseback and you ride very fast away from the scene. And the female tiger will chase you. The tigress will chase you, no doubt. So you've supplied yourself with glass balls. And with these glass balls, they're very reflective. And you throw them, and when the female tigress sees herself reflected in the glass ball, she's tricked into thinking it's her cub. She curls up to nurse. And when you're making your getaway, she's delayed. Eventually, she figures out it's not her cub, and with greater fury pursues you. And this goes on until hopefully you escape with the cub, or hopefully the tigress captures this terrible man. So I thought this was such a cruel story in my, and the tricking of a mother and the fooling of her best loving instincts, And so I imagined a world that was nothing but glass balls for the tigress. And not only is the hunter throwing them, but the entire universe is conspiring against her to only present her with reflection and not her own loved one. And, it just seemed like a horrible image of isolation, but also of that's sort of, there's only 3,000 wild tigers left, so this is this sort of tiger world that we're looking at. So I didn't want to make an overt environmental message. I wanted to make a dream-like message based on our own cultural history with this animal, and this is the one. So. Thank you very much. Alors, sur ce point-là, je voulais juste... je trouve ce très, très poétique, mais juste faire quelques pistes comme ça de réflexion. Je me disais qu'au fond, aujourd'hui avec l'animal sauvage, on ne vit pas avec, c'est une évidence, on vit de moins en moins avec les animaux, on a de moins en moins de rapports ou de relations avec les animaux sauvages. Et du coup,
nos rapports et nos relations avec les animaux sauvages sont médiés par des signes, médiés par des reflets. Et donc, du coup, un peu la sagesse, je dirais, qui poétiquement me semble émerger de cette toile, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, c'est que nous nous trouvons peut-être dans la même situation que cette tigresse, justement, dans laquelle qui est piégée par l'infinité de ces reflets. Nous sommes par rapport à l'infinité des reflets de nous-mêmes et des signes de nous-mêmes qui ne renvoient plus à un animal, mais qui ne renvoient plus qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire ce monde de simulacres à travers lesquels aujourd'hui nous nous rapportons à l'animal, que ce soit à travers des images dans des revues spécialisées, que ce soit dans les documentaires, que ce soit à travers les signes et les fréquences qu'en tant que biologiste, finalement, on considère comme les marques de l'animal, et donc pas un rapport direct avec l'animal. Quand on étudie ou qu'on suit les animaux en télémétrie, on a un rapport médié aux signes. Ça, c'est encore des liens. Mais de plus en plus, à mesure que les espèces disparaissent, comme ces discours d'extinction, justement, que Walton Ford affectionne, il l'a dit, il est intéressé par cette extinction des espèces pour raconter d'autres histoires à partir de là, eh bien, ce qui me semble émerger là, c'est justement cette fable par laquelle nous n'avons plus que de relations qu'à nous-mêmes, qu'à notre propre humanité. Et donc, du coup, nous n'avons plus de relation qu'à notre propre humanité parce que nous ne sommes plus capables, justement, d'une part parce que les espèces disparaissent, mais elles disparaissent parce que nous ne sommes plus capables de relation à autre chose qu'à notre propre humanité. C'est-à-dire que là, il y a un cercle. C'est-à-dire que, à force de notre anthropocentrisme nous conduisant à ne valoriser que les qualités de rationalité, les qualités techniques, les qualités de contrôle ou de domination dans le rapport au monde, nous conduisent à mettre de côté les qualités que nous partageons avec l'animal, qui sont des qualités liées à l'émotion, à la mortalité, au fait d'être engagé, incarné en ce monde. Et du coup, c'est ce privilège que nous accordons à ces autres qualités qui fait que nous sommes pris dans une virtualisation de notre rapport au monde, et cette virtualisation de notre rapport au monde nous rend insensibles à sa destruction. Et donc, du coup, il me semble que l'histoire que raconte ici Walton Ford sur la tigresse pourrait aussi être d'une certaine façon notre histoire. Cette histoire d'une espèce prise, capturée dans ces simulacres, dans une virtualisation qui la menace d'extinction. Je vous remercie beaucoup.